Jeudi 15 juin 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, Madagascar a achevé la signature de tous les accords cadres au sein de l'Organisation internationale du travail OIT actuellement. Le président de la République Andry Rajoelina a abordé dans son discours durant le sommet international du travail à Genève aujourd'hui que la réforme du travail était parmi les priorités de Madagascar et que tous les efforts entrepris vont dans le sens du thème de cette 111e sommet de Genève qui est la justice sociale pour tous. Les détails avec Judikel Ranjanirine et Andoura Zanjaïbe. Après la signature qui a eu lieu à Genève, Madagascar est le 5e pays dans le monde à avoir signé tous les accords cadres au sein de l'Organisation internationale du travail. Madagascar est en pleine concrétisation de l'application de la justice sociale, surtout au niveau de l'application de la loi du travail. C'est grâce à tous les efforts et les travaux effectués depuis 4 ans et la raison de la présence du président Andry Rajoelina à ce sommet. Le thème de cette session, la lutte contre les inégalités et la promotion de la justice sociale, est parfaitement aligné à mes convictions personnelles et les engagements de mon pays. C'est pour cette raison que je tenais personnellement à être présent ici parmi vous pour cette 111e conférence internationale du travail. Ces deux sujets sont ancrés dans la réalisation des VLRAN ou engagements pour lesquels mon administration et moi-même sommes impliqués pour le développement durable de Madagascar. Promouvoir un emploi décent pour tous est au cœur des priorités de l'État malagasy. Cela fait plus de 4 ans que nous y travaillons sans relâche à travers des mesures significatives. D'ailleurs, mon pays a connu des avancées considérables et a déjà procédé à la transcription de toutes les conventions de l'OIT ratifiées dans les textes nationaux. Dans la poursuite de ma présence ici en 2019, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous faire part que nous avons ratifié 4 nouvelles conventions. Ainsi, je peux annoncer avec fierté que Madagascar a désormais ratifié toutes les conventions fondamentales de l'OIT. Ma présence ici confirme et affirme l'engagement de Madagascar à veiller à une justice sociale au service de l'emploi décent pour tous. L'accord C155 concernant la sécurité et la santé au travail, l'accord C187 sur le cadre promotionnel de la sécurité et la santé au travail, l'accord C61 sur les services de santé au travail et l'accord MLC 2006 sur le travail marin, ce sont les accords qui ont été signés aujourd'hui. Le directeur général de l'OIT a déclaré sa reconnaissance face aux travaux déjà entrepris par l'État malagasy depuis 2019, surtout la mise en place de la protection sociale des travailleurs et la lutte contre le travail des enfants mineurs établie dans le PEM. Monsieur le Président, votre pays, qui est membre de l'OIT depuis son indépendance en 1960, a joué un rôle de premier plan dans la promotion du travail décent ces dernières années. Une des stratégies prioritaires de votre politique émergence Madagascar est le travail décent pour tous les Malgaches, en particulier pour les jeunes et les femmes. En 2019, votre pays a été pionnier dans la lutte contre le travail des enfants à travers l'Alliance 8.7. Monsieur le Président, je vous sais gré d'avoir accepté de participer au sommet du travail et de partager avec nous vos perspectives. Nous vous en remercions chaleureusement.
Les intérêts des travailleurs et de la population, tel est le but de la mise en place de cette justice sociale pour tous, selon le président Andrazuel. Il appelle ainsi à la mobilisation internationale afin de renforcer la lutte contre la discrimination dans le monde du travail et l'appui des efforts entrepris dans le développement économique. Il n'y aura pas de justice sociale sans qu'il y ait l'accès pour tout un chacun, le citoyen, accès à la santé, accès à l'éducation, accès à la formation, accès à la nourriture également, accès à l'emploi, car l'emploi c'est le fondement d'une société juste et équitable, afin que chaque citoyen, chaque famille puisse apporter le développement au sein de sa communauté, mais bien évidemment au sein de son pays. Pour ce faire, je pense que la communauté joue un rôle important et primordial, instaurer la justice sociale, bien évidemment en appuyant les programmes de renforcement de capacité et de la formation pour l'autonomisation des femmes et des jeunes, afin que chaque citoyen puisse être utile au sein de sa communauté, de sa famille, de sa communauté et de son pays. Ceci dit, il faudrait également que l'ensemble des partenaires techniques et financiers s'engagent et participent également au développement personnel de tout un chacun. Madagascar est un pays modèle dans la mise en place du travail décent, selon l'OIT, surtout la promotion de l'économie bleue qui crée de l'emploi. L'OIT a été particulièrement reconnaissant face à la promotion de la femme, des jeunes et des personnes en situation de handicap. Ce dernier a ainsi renforcé son soutien à Madagascar. Les travaux entrepris par la première dame, Mial Radziwiłł, dans la promotion des femmes dans le monde du travail et la lutte contre le travail des enfants ont fait l'objet d'une reconnaissance particulière. Restons toujours à Genève. Durant la première journée du sommet, justement à Genève, le président malagasy Andrazuel a rencontré le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Leur discussion s'est axée sur le renforcement de la coopération entre Madagascar et l'Afrique du Sud. Il a également été décidé durant la rencontre entre les deux dirigeants que les deux pays collaboreront pour la protection de la zone ZEE face aux pêches illicites ainsi que pour la protection et l'exploitation des ressources marines. Concernant la promotion de l'économie bleue, les deux présidents ont décidé d'œuvrer ensemble pour renforcer des capacités au sein des écoles marines. Dans le cadre de la lutte contre les exportations illicites, les deux présidents se sont également concertés sur la mise en place d'une loi commune. À l'issue de la rencontre, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a émis le souhait d'effectuer une visite à Madagascar. Ce dernier a également souligné que l'Afrique du Sud est aux côtés de Madagascar dans les projets de développement du pays. Parlons à présent tourisme. L'ouverture officielle de l'ITM au Salon international du tourisme de Madagascar, 9e édition, a débuté aujourd'hui. C'est donc la reprise pour cet événement après avoir été suspendu pendant 3 ans en raison de l'épidémie de Covid-19. C'est un immense événement destiné à promouvoir le secteur du tourisme à Madagascar afin d'atteindre l'objectif d'1 million de touristes d'ici 2028. L'événement ITM durera 4 jours au CCIVAT. Reportage de Fangesena Mireille et Yves Janel. 18 000 visiteurs sont attendus à cette 9e édition de l'ITM, ou Salon international du tourisme de Madagascar. Une occasion pour les opérateurs touristiques étrangers et malagasy de se rencontrer et d'échanger. Cet événement, qui a été suspendu pendant 3 ans en raison de la présence du Covid-19, lors de cette 9e édition, de nombreux opérateurs touristiques étrangers ont répondu à l'appel. Le monde du tourisme à Madagascar se relève progressivement. En témoigne le nombre de touristes qui a presque dépassé celui de 2019 cette année. Cette 9e édition de l'ITM est aussi l'occasion pour les pays des îles Vanille de se rencontrer. À cause de cette pandémie Covid-19, notre objectif, annoncé en 2019 d'atteindre 500 000 touristes en 2023, n'a pas pu être réalisé. Ceci nous a conduit à réorienter notre stratégie et revoir nos objectifs dès la reprise des activités en mars 2022. Cette année donc, notre priorité est de retrouver le niveau de 2019. Pour ce faire, une feuille de route déclinée en 3 axes a été élaborée, avec comme premier axe
la promotion des investissements touristiques. Le deuxième axe, la promotion de la destination. Et comme troisième axe, l'amélioration de l'environnement du secteur. Accoutumé, un pays est toujours mis à l'honneur. Lors de cette 9e édition, nous aurons l'honneur et le privilège d'accueillir donc l'île Maurice comme invité de marque. La forte délégation mauricienne sera heureuse de nous faire découvrir les richesses touristiques, gastronomiques et culturelles de leur pays. Notre île est l'une des meilleures destinations en raison de nombreuses attractions touristiques intéressantes qui s'y trouvent. De ce fait, il est estimé que l'objectif de 1 million de touristes sera atteint en 2028. Nous sommes tous conscients que sans une bonne connectivité entre les îles, nous ne pourrions pas aller plus loin et aller plus sûr par rapport à l'objectif du tourisme durable. Mais cette connectivité dépend aussi de plusieurs facteurs qui sont au-delà du secteur du tourisme. Parce qu'il s'agit de responsabilité collective au niveau des gouvernements de tous les pays, de manière à ce qu'on puisse aller dans le sens de la recherche de solutions durables et responsables qui freinent justement l'expansion de la connectivité. L'ouverture officielle du salon ITM a eu lieu ce jour. Il durera 4 jours au CCI Ivatu. Toujours dans ce cadre du tourisme et de l'économie, justement, la 6e édition de la Journée internationale des régions Ougir a été ouverte officiellement aujourd'hui à Tolagnaro, le chef-lieu de la région Anos. L'événement durera 3 jours et prendra fin le samedi 17 juin. Reportage de Radhraman Anzatouv et de Kevin Ravenerson. 100 stands exposeront les produits typiques de la région Anos durant cette Journée internationale de la région Ougir qui se tient à Tolagnaro. L'Agir est un moyen de faire connaître les ressources propres d'une région à l'international. C'est aussi un moyen d'attirer les investisseurs à venir dans le pays, mais aussi pour collaborer avec les opérateurs au niveau des régions pour assurer une bonne décentralisation effective. Pour la région Anos en particulier, plusieurs secteurs doivent être exploités et font la particularité de la région, entre autres le secteur de l'agriculture et de l'élevage, le tourisme et l'exploitation minière. Les opérateurs sont venus nombreux à cet événement économique. La Journée internationale de la région Ougir a vu le jour grâce à la collaboration entre le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et les divers partenaires. L'ouverture officielle de l'Agir s'est tenue aujourd'hui en présence de la ministre des Affaires étrangères. L'événement durera 3 jours et prendra fin le samedi 17 juin prochain. Dans les actualités sociales de ce soir, le syndicat des inspecteurs du domaine demande au ministère de la Justice de les protéger dans l'exercice de leurs fonctions. Il demande l'élaboration d'une loi contre les titres déchirés ou détériorés, appelés également Boukrouvch. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. La principale responsabilité des inspecteurs du domaine est de traiter les demandes de terrain domanial pouvant être vendues. Il facilite également leur acquisition. En outre, il procède également au traitement des mutations et effectue des jugements forains concernant les terres. Cependant, selon le président du syndicat des inspecteurs du domaine, Rakout Samirid, ils ne peuvent pas faire leur travail librement. Par ailleurs, ils appellent les citoyens à s'adresser au service du domaine en cas de litige foncier. Le nouveau président du syndicat des inspecteurs du domaine a été officiellement présenté ce jour. Par la même occasion, il a annoncé que les agents du domaine resteront unis plus que jamais. Et 250 élèves issus de la zone d'administration pédagogique OUZAP de Soavne dans le district d'Ansimjan ont bénéficié d'une nouvelle infrastructure scolaire, à savoir une école primaire publique Manara Pinch. Cette EPP est la concrétisation d'un engagement du président Anjrazouil pour la population de Soavne et accroîtra le nombre des élèves qui pourront être scolarisés dans la commune de Soavne. Et selon le maire de cette commune, la commune a donc actuellement 4 EPP selon les explications. Reportage de Amiana Martina Saint-Sylvain sur les images de Sech Anjenap. La commune de Soavne n'a pas été en reste parmi les communes du district d'Ansimjan en matière de développement.
Swavn a reçu sa part d'infrastructures, notamment une EPP Manara Pinch venant de l'État. Une école primaire publique demandée par la population de Swavn du fait de l'accroissement du nombre des enfants qui doivent être scolarisés. Les 3 EPP existantes n'arrivent plus à satisfaire la demande de scolarisation. Ainsi, depuis cette année scolaire 2022-2023, la commune rurale de Swavn a bénéficié d'une nouvelle EPP dénommée Ambanvuch Amvuch. L'entraide est aussi le pilier du développement. C'est le slogan de la commune de Swavn. Et durant la construction de cette infrastructure, l'État, avec les parents d'élèves et les bienfaiteurs de Swavn, se sont donné la main, selon le maire de la commune, Rigobert Akotoarso aujourd'hui, durant la réception technique de ce nouvel établissement scolaire. C'est aussi l'occasion d'inaugurer la nouvelle zone d'administration pédagogique de Swavn, si elle était encore attachée à la ZAP d'Anouzat auparavant. Les actualités internationales de ce soir, après le naufrage d'un bateau de migrants hier, les sauveteurs continuaient de parcourir les mers au large de la Grèce pour tenter de trouver des survivants au naufrage qui a tué au moins 79 migrants dans l'une des catastrophes les plus meurtrières d'Europe depuis 2016. France 24. Ces réfugiés sont des rescapés du naufrage. Secourus par la marine grecque, ils sont placés dans cette nacelle puis remontés à bord d'un hélicoptère de l'armée de l'air. Leur destination, Kalamata, au sud de la Grèce. Ici, les survivants sont pris en charge par la Croix-Rouge ou le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ils sont très choqués. Qui ne le serait pas après avoir vécu un naufrage? Nous espérons trouver plus de survivants. Le nombre de passagers qui se trouvaient à bord du bateau est encore incertain. Selon des témoins, il pourrait atteindre 750. À présent, les autorités grecques survolent la zone à la recherche d'autres survivants. Selon les gardes-côtes, le moteur de l'embarcation est tombé en panne dans la nuit de mardi à mercredi. Le navire aurait coulé une quinzaine de minutes plus tard dans des eaux très profondes. La plupart des victimes sont originaires d'Égypte, du Pakistan ou de Syrie. Le bateau aurait quitté la Libye en direction de l'Italie, empruntant l'une des routes migratoires les plus meurtrières au monde. Le gouvernement par intérim a décrété un temps de deuil national. Aujourd'hui, tout le monde est choqué, y compris le gouvernement. Le Premier ministre a déclaré un deuil de 3 jours en mémoire des victimes de ce tragique accident, mais aussi pour toutes les victimes des passeurs sans scrupules qui exploitent la misère humaine. Un drame qui en rappelle un autre survenu en février dernier. Un bateau en bois s'était brisé sur les rochers à quelques mètres des côtes italiennes. Une centaine de personnes avaient perdu la vie dans le naufrage le plus meurtrier de 2023 en Méditerranée. Et au Soudan, pour la première fois depuis le début de la guerre, une ville du sud a été bombardée par l'armée de l'air. À Port-Soudan, plus de 13 000 collégiens originaires de la capitale ont passé leur examen de fin d'année. La ville, restée relativement stable, est devenue l'une des principales destinations pour les personnes qui fuient les combats. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées depuis le début du conflit, selon l'ONU. France 24 nous en dit plus. Leur copie d'examen dans les mains, ces élèves de l'école Combini de Port-Soudan ont poussé un soupir de soulagement. Beaucoup d'entre eux sont originaires de la capitale soudanaise Khartoum. Ils ont été forcés de fuir il y a près de 2 mois. Lorsque la guerre a éclaté, j'étais à la maison. Tout allait bien jusqu'après l'Aïd. Puis les combats se sont intensifiés et c'est là qu'on est parti pour Port-Soudan. En chemin, nous avons vu l'armée, puis les forces de soutien rapide. Ici, à Port-Soudan, l'électricité est stable et j'ai pu passer mes examens. C'était très facile. Plus de 13 000 collégiens originaires de Khartoum ont passé leurs examens à Port-Soudan cette semaine. Ici, à l'école Combini, ils étaient environ 800. Épargné par les violences, Port-Soudan est devenu l'une des principales destinations pour les personnes fuyant les combats en interne. Si les épreuves de fin d'année semblent montrer un retour à la normale, ces familles déplacées ne pensent qu'à une seule chose, rentrer à la maison. Ceci est un appel aux 2 forces qui s'affrontent. Nous, les citoyens, on est impuissants. J'appelle la communauté internationale à intervenir si les 2 forces ne résolvent rien.
Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées depuis le début des combats entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Près de 530 000 d'entre elles se sont réfugiées dans des pays voisins. Et pour clore cette page internationale, dans l'est de l'Ukraine, à Kramatorsk, une frappe russe a tué au moins 2 personnes, détruit plusieurs maisons et laissé un énorme cratère au milieu de la rue. Ils étaient environ 5 heures du matin. Nous n'avons pas entendu l'explosion, raconte Anastasia Korzen, une policière de 33 ans, mais nous avons entendu des cris de nos voisins qui étaient sous les décombres, ajoute-t-elle. France 24 nous en dit plus. Des cris en guise d'appel à l'aide. Ce sont ceux d'une femme coincée sous les gravats. Quelques minutes plus tard, elle en sort finalement saine et sauve, grâce au travail acharné de cette équipe de sauveteurs. En prenant de la hauteur, on découvre un cratère immense. Il témoigne de la violence de la frappe. Cette nuit, un missile russe s'est abattu ici à Kramatorsk. Les habitants ont été surpris pendant leur sommeil. Je dormais avec ma fille et on a été réveillés parce que le plafond nous est tombé dessus. Mon enfant a 8 ans et elle me disait « Je ne peux pas sortir ». Elle criait. On a été couverts de verre et de débris de fenêtres. Tout s'est écrasé sur nous. Mon mari et moi étions ensemble dans la chambre. On a essayé de sortir. Au final, j'ai quelques égratignures et mon mari a un traumatisme crânien. Des frappes russes qui ont également touché Odessa, ville située sur les bords de la mer Noire. Elles ont fait plusieurs victimes. L'œuvre de Moscou, alors que Kiev poursuit sa contre-offensive. Et comme depuis 16 mois, 2 versions radicalement différentes se font face. Pour Vladimir Poutine, c'est un échec. Les Ukrainiens subissent des pertes jugées catastrophiques. Faux, selon Volodymyr Zelensky, qui indique de son côté que son armée gagne du terrain, avec plusieurs localités reprises aux Russes ces derniers jours, notamment dans la région de Zaporijia. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention. Très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.